On poursuit donc, on va démarrer, il est 14h30, cette nouvelle table ronde sur la production 4.0 au service d'une réindustrialisation durable. Merci à nos 4 invités d'être venus jusqu'à nous. Merci à Philippe Ribera, le directeur innovation de Lectra, d'avoir accepté ma demande pour animer la table ronde avec donc tes invités, Basile Riquier de 3D Tex qui opère depuis Saint-Malo. Sur une activité de tricotage 3D et qui fait du Made in France de manière automatisée. On a prévu une petite vidéo parce que sur ton sujet et sur tous les sujets, hein, on aurait pu avoir une vidéo parce que c'est extrêmement intéressant de voir les usines. On parle de l'industrialisation, on va parler de l'automatisation, de la fabrication. C'est extrêmement intéressant qu'on voit comment ça fonctionne et la réalité. Donc on va lancer juste après une vidéo pour 3D Tex, une vidéo pour Chamatex. Antoine Saint-Pierre, directeur général adjoint des tissages de Charlieu, merci d'être venu jusqu'à nous. Là, on va parler des tote bags, des sacs fabriqués de manière automatisée, avec tout ce qui va avec, la durabilité, le prix néanmoins très compétitif et un engagement très très fort sur des valeurs au niveau du développement durable. Merci d'être avec nous. Et puis Gilles Réguillon, président de Chamatex. Chamatex, on les a, pour ceux qui sont en tout cas sur les sujets de réindustrialisation, beaucoup vus ces derniers temps parce qu'il y a une annonce très forte de l'ouverture de leur usine de fabrication de chaussures, tout automatisé, je peux dire tout automatisé, bon, très automatisé et beaucoup automatisé. Et alors il y a eu 2 mots, il y a éco-conception qu'on ne peut plus dire et tout automatisé. Et on va regarder ça, je vous propose directement en image tout de suite. Et j'ai pas cité le nom de l'usine, elle s'appelle ASF 4.0 et elle permet de faire en France de la fabrication beaucoup automatisée de chaussures. Bravo! Et je vous propose d'enchaîner sur la vidéo 3D Tex, comme ça après on se concentre sur les débats et j'arrête les manipulations et je peux aller vous écouter tranquillement. Voilà, côté... Parfait, super. Du coup, je vous laisse poursuivre, peut-être vous présenter plus en détail. Et puis, Antoine, je crois qu'il y aura aussi bientôt une vidéo que je pourrais, moi, rediffuser pour qu'on voit la fabrication de tes sacs et que l'ensemble puisse voir tout ça. Philippe, je te laisse à la manœuvre. Merci, Chloé. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir d'être avec vous déjà à la Charbalier en présentiel, puisque ça
fait 1 an et demi ou 2 ans qu'on n'était pas intervenu à la Chaire Bali, qui est dans notre cœur, je l'ai dit pour tout le monde, et que nous supportons à double raison, aussi des raisons régionales. Sipakshi est là, ça va lui plaire. Nous sommes ancrés dans le territoire Nouvelle-Aquitaine et on supporte toute initiative dans ce périmètre. Je vais passer la parole gentiment à mes différents confrères, moi, pour qu'ils se présentent rapidement en complément de ce que Chloé a dit. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Oui, donc Basile Riquier, bonjour à toutes et à tous. Je suis un des 3 cofondateurs de 3D Tex, qui est un atelier de tricotage installé à Saint-Malo, un atelier de toute dernière génération qui permet de fabriquer des pulls et des bonnets notamment, sans couture grâce à une technologie de fabrication zéro déchet. Antoine. Bonjour à tous. Antoine Saint-Pierre. Moi, je suis nouveau dans le textile depuis 2 ans et je travaille au tissage de Charlieu, qui est créateur et tisseur de ses créations dans l'habillement féminin, et une deuxième activité dans le packaging ou dans tout ce qui est solution d'économie circulaire pour le packaging. Et le dernier, Gilles. Bonjour. Donc je suis Gilles Réguillon. Je suis le président de Chamatex Group, parce qu'en fait c'est un petit groupe aujourd'hui. C'était une entreprise qui fabriquait du textile il y a encore pas si longtemps, mais aujourd'hui on a élargi notre panel, et la stratégie que l'on mène, c'est du fil au produit. Donc on a plusieurs filiales qui vont jusqu'à fabriquer des chaussures, vous avez vu. Mais on a une autre filiale qui a été une acquisition cette année qui s'appelle Toptex Cube, et qui fabrique des vêtements en seamless et qui fabrique aussi de la bagagerie en seamless, ce qui explique la stratégie du fil au produit. C'est aujourd'hui, Chamatex Group, c'est 200 personnes et c'est 6 entités. OK. Moi, je suis Philippe Ribéral, directeur de l'innovation du groupe, et je suis en particulier en charge de tout ce qui est Startup Studio, Open Innovation, ouverture du groupe Lectra sur le monde extérieur, et intégration dans l'écosystème de Lectra de toute société partenaire aussi de Lectra. Pour aller rapidement, quand on a préparé cette table ronde avec Chloé, on a posé 3 questions de fond. Alors je vais être très scolaire, je vais vous lire les questions et on va voir comment on réagit sur le sujet. La première question, elle concerne la réindustrialisation. Est-ce un sujet pré- ou post-Covid? Est-ce un effet d'annonce, une réalité française ou européenne? Moi, je vais lancer le débat en disant qu'à mon avis, c'est purement du post-Covid et que c'est peut-être pas vraiment une vraie réalité, bien, à moins que mes camarades de table n'arrivent à démontrer un certain nombre de choses. Je vais quand même compléter en disant que c'est une réalité aussi, même pour nous, puisque nous, Lectra, avons notre usine qui est à Bordeaux. Bien. Donc, on est resté dans ces activités-là et on produit et on conçoit en France. Pas des vêtements, pas du textile, mais de la technologie. Donc c'est possible pour la technologie, donc ça doit être possible pour vos métiers, messieurs. Qui est-ce qui veut prendre le lead? Est-ce que c'est Antoine qui va nous parler de la robotique dans ces usines? Ta question, Philippe, je pense que tu as à la fois tort et raison. Les projets qui sont là, chacun va en parler, mais c'est des projets qui sont mûris depuis plusieurs années. Nous, ça fait 3 ans qu'on développe des solutions robotiques, de confection robotisée. Voilà, le Covid, alors moi je suis né 9 mois après, je suis arrivé dans le textile 9 mois avant le Covid, donc souvent je dis que je suis né avec le Covid. Par contre, il y a une vraie accélération, une vraie sensibilisation sur le sujet de la réindustrialisation, avec un exemple fort du textile, hein, c'est le masque. Le masque étant le sujet, l'exemple le plus violent de notre désindustrialisation. Oui, ouais, je rajouterais que effectivement la période Covid a été un vrai catalyseur pour nos projets. En ce qui nous concerne, comme Antoine, ça fait 7 ans qu'on réfléchit à ce projet de réindustrialisation. Et on avait pour souhait de mettre en avant une technologie hyper performante qui va démontrer qu'on peut fabriquer en France à des coûts accessibles. Je crois que Gilles, c'est aussi le point de vue que tu partages. En prenant en compte tous les enjeux du moment, c'est-à-dire les enjeux RSE, les enjeux sociaux,
Et puis la notion de performance, c'est aussi, on parlait de durabilité des produits. Ben, lorsqu'on fabrique un produit sans couture, on a moins de contraintes, puisqu'un pull il casse souvent au niveau des coutures, ou un produit il casse souvent au niveau des points d'assemblage. Quand on a échangé, tu étais le premier à introduire l'addition aux ressources humaines aussi, en me disant que le métier, l'automatisation de ce que tu avais fait permettait de consolider du savoir-faire qu'on était en train de perdre, où il y a peu de gens, si tu veux. Le constat il est relativement simple, c'est que ça fait 40 ans qu'on délocalise l'industrie. Donc en délocalisant l'industrie, on a arrêté les écoles de formation. Les gens qui ont été formés il y a 20 ou 30 ans, ils ne sont plus sur le marché aujourd'hui. Donc on a un enjeu RH qui est ultra important. L'automatisation permet de remettre en place une industrie avec des moyens humains qui sont peut-être moins importants qu'on pourrait le trouver ailleurs dans le monde. Mais c'est justement ça qui fait qu'on va devenir performant. Je pense que tu avais donné l'exemple d'une techno qui est presque perdue. Si le patron de St. James était là, c'est un leader de ça. C'est tout ce qui est le remaillage dans la maille, qui est vraiment un métier très très particulier. C'est un métier qui est très technique, qui mérite au moins 2 ou 3 années de formation avant d'arriver à une certaine performance industrielle. Et puis malheureusement, donc ces métiers-là, ils n'existent plus. Et l'idée pour nous, c'était surtout pas d'aller de continuer à aller puiser des ressources chez nos concurrents et quelque part de détruire un peu plus le tissu industriel. À l'inverse, c'était plutôt de dire il faut qu'on trouve une parade à ça, et le tricotage 3D nous permet de contourner les problématiques RH. Alors, il se trouve qu'on est quand même accompagné, notamment par l'IFTH, sur une partie de formation qui est absolument primordiale. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur une phase de développement qui est importante, les notions, les enjeux RH sont certainement les enjeux les plus importants auxquels on doit faire face. Après les enjeux RH, je crois, Gilles, qu'on avait parlé des enjeux clients, de comment on met le client dans ce process aussi. Je vais répondre aussi à la première question, si j'ai le droit. Tout à fait. Pour ce qui concerne notre projet d'usine ASF, évidemment, quand vous voyez la vidéo et la taille de l'usine, on l'a pas réalisé, on l'a pas imaginé pendant le Covid. Pour ce qui nous concerne, c'est la prolongation d'une stratégie d'innovation qu'on a mis en œuvre dans le groupe. On a développé un tissu qui s'appelle Matrix, pour ceux qui ne sont pas initiés, et je peux bien le comprendre, parce qu'on est dans le technique et on n'est pas dans la mode. Tissu Matrix, c'est un tissu qui sert à faire la tige de la chaussure, le dessus, qui est breveté par Chamatex et qui apporte sur les chaussures de sport de la durabilité, de la performance, gain de poids et beaucoup d'avantages. Ce tissu, on en a vendu sur l'année 2021 plus de 2 millions de paires qu'on a toutes expédiées au Vietnam. Évidemment, quand on fait la moitié de la chaussure et puis qu'on expédie tout au Vietnam, un jour on se dit il y a peut-être la place pour faire l'autre partie de la chaussure. Donc ça, je l'avais dans la tête. Et à un moment donné, il faut aller au bout de ses convictions, mais on ne peut pas y aller seul. Et c'est la croisée des rencontres importantes dans une carrière, dans des projets qui font qu'à un moment donné, on bascule. Nous, en l'occurrence, on s'est croisés avec la société Zebra, Bertrand Barré, que je salue, qui est devenu un ami, qui est une société d'innovation, design, innovation, accompagnement d'entreprise sur Lyon, avec qui on a lancé Matrix en 2013. Et la croisée de Siemens aussi, Siemens qui est le leader mondial de l'industrie 4.0, la digitalisation de l'industrie. Et Siemens a dit, est-ce que ce footwear, on ne pourrait pas l'automatiser ? Et Bertrand a dit, allez voir Gilles, ils ont déjà pas mal avancé sur la tige, et peut-être qu'il y a des choses à faire. Et c'est parti de là. Et après, pour répondre à la seconde question, construire une usine, je peux donner des chiffres, hein, c'est un projet de 10 millions d'euros, 2 millions de bâtiments, 8 millions, 5 millions de process, 3 millions de BFR. Sans clients, ça ne sert à rien, quoi. Donc
Donc évidemment, on a présenté notre projet à des clients potentiels. Il se trouve qu'on les avait avec nous parce qu'on vendait déjà du tissu pour faire les tiges. Et Salomon a plongé assez rapidement dans ce projet parce que Salomon a une vision industrielle, contrairement à d'autres marques qui ont vraiment des visions market. Eux, ils ont vraiment une vision industrielle. Ils ont plongé dans ce projet et ils ont dit OK, on est partant. Alors après, ça a pris un petit peu de temps pour mettre tout en place. Et moi, ma volonté, ça a été de les faire rentrer au capital parce que j'ai un petit peu d'expérience. Vous avez dû remarquer que je n'avais pas 20 ans. Et je sais très bien, et notamment dans l'industrie du sport, que ça va vite. Donc un projet qui peut être intéressant aujourd'hui ne l'est plus demain. Par contre, quand on est fabricant et qu'on a mis 10 plaques, c'est un petit peu embêtant. Donc je leur ai dit, si vous voulez me suivre, vous rentrez au capital. Et ils sont rentrés au capital. J'ai fait la même chose avec Babola, j'ai fait la même chose avec Millet. Et aujourd'hui, on a un board avec 3 marques qui sont parties prenantes, plus une 4e que je ne peux pas citer aujourd'hui, qui n'est pas au board. Aujourd'hui, on a un plan de charge qui est calé pour 5 ans. On ne peut pas prendre un client supplémentaire alors qu'on démarre. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est déterminant, du coup, d'avoir les marques avec nous. Superbe expérience. Donc si je vais essayer de résumer ce qu'on s'est dit, on est tous en train de dire à peu près que l'on a tous fait avant Covid et pas après Covid. Peut-être qu'on a un peu été aidé par les plans de relance aussi quand même, parce que ça a contribué à faciliter un certain nombre de choses. La question, c'est est-ce que le modèle va s'installer ? Ça, je ne suis pas certain. Alors, je vais citer une initiative d'un distributeur qui est dans la salle, qui est celle de Fashion Cube, qui va lancer sa propre usine de fabrication de jeans en France. Donc, on n'est pas sur du luxe, on est sur du mass market, et ça sera à Lille ou dans la région de Lille. Et c'est une initiative de plus dans ce sens-là. Donc, on peut espérer que c'est ça. Moi, d'un point de vue Lectra, ce que l'on constate d'un point de vue macroéconomique, quand on regarde ce qui se passe dans les différents pays dans lesquels on sert, on estime aujourd'hui dans notre stratégie qu'il faut qu'on staffe à peu près à 20% les volumes qui seront dédiés à ce type de réinvestissement et de localisation de ces investissements dans les pays. Et on est en train de structurer nos équipes pour qu'elles réapprennent à refaire de la fabrication aux États-Unis, à refaire de la fabrication au Canada ou dans des pays autres, y compris l'Europe du Nord. Donc, si vous êtes d'accord, messieurs, on va passer à la deuxième question. Chloé, je la relis. La réindustrialisation nécessite un fort levier technologique ou pas ? Alors, vous comprendrez bien que je suis un peu mal placé pour parler de ça. Moi, avant de passer à mes camarades de jeu, je veux dire, quand on parle de 4.0, il faut déjà qu'on comprenne de quoi on parle, parce qu'il y a 4 technologies de base dans le 4.0. Si vous n'utilisez pas ces technologies, vous n'êtes pas 4.0 compliant. Okay. Donc 4.0, c'est le cloud, très typiquement, c'est le big data, c'est l'IoT au sens générique, c'est-à-dire aussi bien en B2B qu'en B2B2C, et c'est l'intelligence artificielle. Donc ce sont les 4 technos composantes de ça. Aujourd'hui, est-ce que ça nécessite des investissements lourds ? On va en discuter. Je pense que ce n'est pas tout à fait gratuit quand même. Peut-être que Gilles, qui a déjà donné une partie de la réponse, peut en donner un petit peu plus. Et en tous les cas, la puissance des partenaires technologiques qu'elle il faut travailler. Tu nous as dit que tu avais travaillé avec Siemens. C'est aussi de grosses choses à implémenter. Oui. Non, oui. Je ne veux pas monopoliser les réponses. Ouais. Oui, effectivement, c'est pas gratuit. Cependant, tout le monde sait qu'on lutte en termes de rentabilité par rapport à l'Asie. Une usine qui fabrique des chaussures en Asie, c'est 300 personnes, c'est 500 personnes, c'est 1000 personnes les unes les autres alignées. Évidemment, en France, on ne peut pas faire ça. Et on ne veut pas. Donc, on automatise un maximum d'opérations. Vous avez pu voir aussi sur la vidéo qu'il y a aussi des opérations de dextérité avec des salariés qui ont vraiment du savoir-faire. Donc, c'est vraiment un mélange d'automatisation quand on peut,
Et là, je pense qu'on a bien réussi notre structure d'usine, c'est qu'on a su séquencer l'automatisation avec des stocks tampons et on a maximisé l'automatisation à plat avant de passer en 3D. C'est aussi grâce à notre technologie Matrix. Et sans cette technologie, on n'aurait pas pu le faire. Mais il n'empêche qu'il y a des opérations qui sont à forte dextérité, le passage en 3D, le contrôle final, et puis pour faire tourner ces robots, il faut des gens qualifiés. D'ailleurs, on est dans une université où demain, il y en aura peut-être qui viendront chez nous, je l'espère. Et on a besoin de gens qualifiés, on a besoin de gens qualifiés du footwear, et en fait, oui, c'est cher, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je pense qu'Antoine, tu vas parler de robotique. Je rajouterai quelque chose. C'est obligatoire parce que les marques sont allées massivement en Asie pendant des années et que la loi des prix s'est installée. Et qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire machine arrière parce que le consommateur est habitué à avoir une paire de pompes à tel prix. Donc, la loi, elle est là. Il faut résoudre l'équation économique. On a effectivement un marché qui est principalement drivé aujourd'hui par le prix. Alors pour répondre à la question, est-ce que ça nécessite un fort levier financier et d'investissement? Oui. Alors dans une moindre mesure, parce qu'on est vraiment tout neuf, et c'est d'ailleurs notre chance, c'est qu'on part d'une page blanche. Donc on peut tout de suite intégrer les toutes dernières technologies. On n'hérite pas d'un atelier, d'un outil qui utilise des technologies de 10, 20 ou voire 50 ans. Mais c'est vrai que cet effort, il est absolument nécessaire si on veut être performant. Et c'est ce qui nous permet demain, ensuite, de pouvoir recruter. Et là, on est une vingtaine de personnes et demain, on veut être à 50. Voilà. Donc on va aller chercher de la performance et c'est cette performance qui va nous amener à nous développer et à amener des prix, des délais courts, du zéro déchet, etc. Dans notre cas, alors évidemment, on a développé un robot de confection. Donc en gros, on met un tissu à l'entrée et il en sort des sacs, des piles de sacs. Donc ça, c'est technologique, ça rend accessible en prix, etc. En fait, je pense que ce n'est pas ça, à la limite, le plus intéressant dans notre projet. Il y a deux autres sujets que je voulais parler. Tu parlais de la visibilité de commande. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on signe avec des clients sur des engagements de 5 ans. Donc, on investit aussi beaucoup d'argent et on le fait que si on est accompagné sur 5 ans, qui nous donne vraiment une récurrence et de la visibilité. Et le deuxième sujet qui est assez lié, en fait, on a pensé notre produit, donc qui est un sac, c'est super basique, hein, on a juste fait en sorte, et je vais employer un gros mot, il est éco-conçu, mais en tout cas, il est recyclable à 100% en sac. Donc on a vraiment développé la conception du produit pour qu'il soit complètement recyclable. Donc je trouve que c'est ça le plus innovant, et la techno, au final, elle est au service de nos différents défis, le défi social, le défi climatique. On est en train de relocaliser 10 millions de sacs de course. C'est juste 55 000 tonnes de CO2 économisées par an. C'est 100 emplois créés. C'est environ 500 tonnes d'émissions de CO2 économisées par an, au moins sur 5 ans. Je trouve qu'il est surtout là l'aspect innovant, on va dire. Oui, mais c'est un ensemble de choses, il y a quand même en train de dire. Oui, tout est lié. Oui, c'est du process, c'est des technos, c'est de la refonte, de la remise en cause. C'est une techno au service des défis sociaux et climatiques. Et c'est la magie de ce que vous avez réussi à faire. Donc ça, c'est beau. Et d'ailleurs, voilà, on va montrer ce que tu fais pour les gens qui ne l'ont pas vu, parce que voilà la publicité vivante. Ce qu'il faut retenir sur ce sac, merci, je ne savais pas que c'était prévu, donc ça me touche beaucoup. Surprise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est conçu sur la technique du jacquard. Le jacquard, c'est très bien pensé parce qu'on tisse sur la base de fil, donc on évite l'impression. L'impression, entre guillemets, pollue un peu le sac. Et en le faisant en jacquard,
on peut, sur la base d'un fil, on peut écrire des motifs, dessiner, laisser libre cours à toute créativité qui est notre métier. Et surtout, et c'est ce qu'on signe avec nos clients, la récupération des sacs lorsqu'ils sont usagés et la refabrication de nouveaux sacs sur cette base-là. Ça permet évidemment de répondre aussi au défi de la souveraineté de matière. Je pense que tout le monde est au courant des problématiques de matière, des prix, etc. Le sujet maintenant, c'est plus le prix, c'est la pénurie. Ce sac-là pourra être refait sur la base d'anciens sacs. Et avec Renaissance Textile, et Clément de Mullier-Fleury en parlera tout à l'heure, ça nous a aussi permis d'investir à 3 dans une JV, une co-entreprise spécialisée dans le recyclage de textiles post-consumer. Super, moi je fais de la pub. Vous n'avez plus le droit de ne pas aller acheter 2 € ce sac dans votre supermarché préféré. Et pour 2 €, vous sauvez une grande partie de bilan carbone et tout ça. Donc la prochaine fois, on revient, on a tous un sac. Je ne sais pas où est parti Chloé, mais bon, c'est bon. En conclusion, je voudrais juste réintroduire une notion parce qu'on en a parlé un peu du capital RH, du capital humain. On est dans une école aujourd'hui et c'est important d'être dans cette école aussi parce que ce qu'on constate tous, c'est que tous ces métiers créent de nouvelles, tous ces investissements créent de nouvelles valeurs ajoutées et des besoins de personnel capables d'alimenter cette valeur ajoutée ou de la faire fonctionner. Donc à un moment donné, aujourd'hui, on est dans des métiers qui vont de plus en plus hybrider entre le monde de l'ingénieur, le monde de la conception et toutes ces choses-là. Donc, messieurs, soyez optimistes, ou mesdames, pardon, messieurs, mesdames, soyez optimistes. L'hybridation est en cours, il y a plein de choses et il y a plein de belles opportunités qui interviendront dans nos industries qui s'automatisent, mais pas au détriment de l'homme. Donc, je vais passer à la 3e question. Je pense qu'on va... Je fais une petite parenthèse, parce que tu as parlé des hommes et des femmes. Nous, dans le groupe, on est pratiquement, je pense, à moite-moite entre les hommes et les femmes. Il se trouve que cette nouvelle usine 4.0 qui a fabriqué les chaussures, qui est un petit peu la pépite du groupe, elle est dirigée par une femme de 33 ans. Donc, mesdames, il y a de la place dans l'industrie également. C'est important de le dire. Tout à fait, je vais accentuer dans ce domaine-là. Nous, on a fait notre chantier de transformation interne il y a 7-8 ans. Il y a 7-8 ans, nos actionnaires nous ont dit « fermez votre usine, et allez en Chine, fermez votre centre de R&D, allez en Inde ». Et le président de l'ECTRA, qui est un entrepreneur, a dit « j'ai pas envie ». Donc il a dit « est-ce qu'on est capable de mieux faire ?» Et si on est capable de baisser les prix de revient de 30%, il a dit je reste en France et tout le monde pourra gueuler. Et comment on a fait? Et on nous a vraiment pris pour un fou. Vous remettez ça 7-8 ans en avant. On avait une directrice industrielle qui était une jeune femme de 35 ans. Bien. On lui a proposé le challenge en lui disant est-ce que tu te sens capable de baisser tes prix de revient de 30%? Elle a répondu banco, mais à 3 conditions. Et elle a dit la première condition, c'est que je deviens patronne de la R&D aussi. Deuxième, je deviens patronne des achats. Et troisième, de la supply chain. Et on a regardé et Daniel Harari a dit mais banco. On lui a tout donné. Et elle a fait le premier chantier collaboratif de l'ECTRA où sur nos propres produits, on a fait travailler nos fournisseurs, nos équipes de R&D qui ne discutaient pas avec notre usine, et on a tout fait travailler comme ça. Et ça a été drivé de main de maître par quelqu'un qui est une femme et que je remercie de tout le boulot qu'elle a fait. Dernière question. La réindustrialisation durable ou pas durable? Joli sujet. Et si on se rappelle tous que l'industrie textile a un fort impact sur l'environnement, la question c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que tout le monde va assez rapidement dire oui, mais la question c'est comment on peut faire mieux en utilisant du 4.0, parce qu'on est en train de complexifier la problématique de l'environnement. Donc, est-ce que le 4.0 ne va pas consommer d'autres énergies, d'autres ressources qui ne sont pas aujourd'hui des ressources que l'on maîtrise vraiment ou que l'on peut mesurer réellement? Et donc, quel est l'impact de tout ça dans notre activité?
Même question sur la dimension sociale. Comment on s'investit, comment on fait mieux, comment on fait à plusieurs. Alors c'est un vaste sujet, un vaste débat de conclusion. Je ne sais pas lequel des trois de ces messieurs se sent le plus à l'aise avec ces questions ou de lancer quelque chose. Mais je laisse l'audace. La notion de durabilité, on l'a vu ce matin, elle commence déjà par la quantité d'intrants qu'on utilise pour fabriquer le produit. Et elle est aussi liée à la quantité de déchets générés lors de la fabrication. On dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. C'est sûr que lorsqu'on fabrique un produit en utilisant une techno zéro déchet, de base, on part déjà avec un avantage compétitif. Je voulais citer une étude qui est sortie par l'IUT, donc l'industrie de l'Union textile, l'Union des industries textiles, pardon, qui est sortie en début d'année sur l'impact de la fabrication en France et donc de la relocalisation pour répondre à ces sujets de durabilité. C'est une étude qui a été publiée au sein de la revue Sustainability, donc avec c'est validé par des chercheurs américains et chinois. Donc c'était une étude européenne. Donc voilà, le fait de fabriquer en France réduit de 50% l'impact carbone. Le fait de travailler sur des sujets de circuits courts réduit de 25%. Et le fait de fabriquer sur une matière responsable, recyclée, c'est réduit de 15%. Donc on a un facteur 10 de réduction d'impact carbone. C'est une action immédiate sur des stratégies qui répondent aux défis climatiques. La réindustrialisation française est une réponse immédiate sur la baisse des impacts carbone. Ça c'est peut-être la meilleure des nouvelles de la journée. Voilà, tu évoquais l'aspect recyclage et innovation dans la manière d'aborder les sujets. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille sur le recyclé. Franchement, on a fait plein de tests de recyclage au fil des années. Et on ne savait pas comment investir dans le recyclé. Donc, on s'est associé à trois entreprises pour créer une plateforme de recyclage en France qui contribue donc dans les facteurs, qui peut contribuer jusqu'à une baisse de 15% des impacts carbone. Voilà ce que je voulais rajouter sur ces sujets. Je pense que Gilles va continuer dans Me concernant, je pense qu'il ne faut pas raisonner made in France, il faut raisonner local to local. Parce qu'on ne peut pas être là avec notre drapeau et puis mourir avec notre drapeau. Nous, en ce moment, dans le groupe, on est en train d'internationaliser. On a un atelier de tissage de notre technologie Matrix qui est à 50 mètres de notre usine ASF, donc ça c'est très bien. Mais on continue à livrer 2 millions au Vietnam. Le Vietnam, il s'est arrêté, mais il va redémarrer. Il va falloir continuer à livrer. Donc on a un projet de mettre une usine de tissage au Vietnam pour être en circuit court, pour éviter les transports, pour être plus rapide en supply chain et ainsi de suite. Deuxième exemple, avec Salomon, qui est une marque internationale, et Babola, Millet également, mais peut-être un peu moindre. Donc nos deux partenaires, leur premier marché, c'est les US. Donc on a déjà en projet de mettre une usine ASF aux US. Et si on met une usine ASF aux US, il faudra un atelier de tissage aux US. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut raisonner vraiment local to local et ne pas raisonner made in France. Cependant, c'est quand même intéressant quand on est français de savoir qu'il y a des industriels qui prennent des risques pour relocaliser, parce qu'on prend des risques financiers, des risques humains. Et il y a les générations qui arrivent derrière. Il faudra bien qu'ils aient des emplois. Et c'est vrai que l'automatisme amène des emplois qualifiés. Et c'est ça qui est important. Ça amène des emplois qualifiés pour gérer des robots, pour faire du développement. Mais même les postes qui restent en production sont des postes ultra qualifiés parce que
ce sont des opérations qui ne peuvent pas être automatisées, qui nécessitent un savoir-faire. Donc il reste des emplois intéressants et durables. Et puis je finirai aussi par quelque chose, c'est que évidemment que c'est durable, parce que ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec le prix des conteneurs. On voit ce qui se passe avec une nouvelle génération qui arrive, et là on est dans une école, donc on peut franchement en parler, mais les jeunes qui arrivent, ils n'ont plus envie de faire ce que nous on a fait. Et ils ont envie d'avoir un produit qui est fabriqué en France ou en Europe, mais ils n'ont pas envie de savoir que leur produit il a été fabriqué sur une ligne où il y avait 1000 personnes alignées qui faisaient du taylorisme, comme en Europe il y a 50 ans, ou même plus. Donc tout ça, ça change. Le monde change vite, et c'est irrévocable. Donc nous, on est des pionniers, mais il y en a d'autres qui vont nous suivre. Et ça générera des emplois pour les jeunes qui arrivent, et pour nos enfants, et c'est la meilleure des choses. C'est une belle pré-conclusion, je dirais. Moi, je voulais juste rebondir sur un dernier point. Enfin, je pense que vous êtes conscient que tout ce qu'on raconte n'est valable que parce qu'on a des entrepreneurs devant nous. Donc c'est la dimension entrepreneuriale de leadership qui fait que ça entraîne et qu'on fait ces révolutions. Vous n'avez pas de leader, vous n'avez pas de succès. Vous n'avez pas de transformation, vous n'avez pas de nouveaux produits et pas de nouvelles façons de faire. Donc la dimension humaine, elle est là, et moi je conclurai en 2 mots de ce que j'ai entendu. Et je veux dire, moi j'aime l'audace. Je pense que vous êtes tous des gens audacieux, messieurs. Et il faut saluer l'audace quand elle se présente. Et deuxième conclusion, je dirais, je crois que c'est toi qui me l'as dit au téléphone, ou toi, je ne sais plus, mais je veux dire, c'est ensemble on va plus loin. Parce qu'on est tous en train de dire, on n'y va pas tout seul, on y va ensemble, on se marie tous, ou on s'allie tous, ou on fait des groupes et on partage les choses. Donc moi, je dirais, s'il vous plaît, stand-up ovation pour les entrepreneurs qui sont là. Bravo. Je voudrais rajouter une chose, parce qu'on l'a partagé tout à l'heure à la fin du repas, c'est qu'une entreprise a besoin d'un dirigeant qui a une vue stratégique, elle a besoin de partenaires, des banquiers, des clients et autres, mais avant tout, elle a besoin d'une équipe. Sans nos équipes, on ne fait rien. Donc, il faut entraîner les gens avec nous, et après, on a des collaborateurs qui sont à nos côtés, et c'est ça la force, c'est les équipes. Je vais faire ma Chloé. Est-ce que vous avez des questions pour ces messieurs? Oui, il y a un complément. Juste une chose suite à ce que vient de dire Gilles, et à ce que tu viens de dire aussi, cette notion de travailler ensemble, elle est aujourd'hui absolument essentielle. Gilles a parlé d'être accompagné par des clients qui permettent de motiver l'investissement, mais sur la création des produits, cette notion de co-création, elle est aujourd'hui absolument centrale. Et c'est vrai que lorsqu'on s'assied autour de la table, qu'on a un industriel, un filateur, une entreprise de teinture et un client qui est au contact direct du marché, c'est tous ensemble qu'on arrive le mieux possible à répondre à la demande du marché. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie parce que cette table sur la réindustrialisation, j'avais vraiment envie qu'on en débatte parce qu'il y a vraiment des annonces politiques très fortes. Actuellement, on entend parler qu'il faut réindustrialiser, mais au-delà de il faudrait le faire dans les temps à venir, c'est déjà une réalité pour vous et c'est une réalité qui non seulement vos outils sont là, mais les carnets de commandes sont pleins pendant 5 ans. Chez 3D Tex, on recommande des équipements et l'entrepôt, là où vous êtes, va déjà être un peu trop petit. Tu me disais hier que tu présentais pas que les gros acteurs viennent à vous, les grands noms de la mode, etc., qui sont habitués à travailler en Asie, sont déjà en discussion avec vous par rapport à l'outil industriel. C'est un petit peu aussi la même chose pour Antoine. Voilà, il y a des gros noms derrière, de la grande distribution, là où on imagine des gens qui ne sont vraiment pas sur cette dimension, alors sans faire la caricature du Made in France, mais sur une dimension en tout cas locale.
Et du coup, c'est un vrai mouvement qui est engagé. Et c'est derrière vos outils de production, c'est aussi la grande distribution, les grands donneurs d'ordre qui sont véritablement en train d'être à vos côtés pour agir et avec des carnets de commandes qui sont plutôt intéressants pour tous. Ouais, effectivement, parce qu'aujourd'hui, aucun client ne peut faire l'économie de la fabrication française. Je crois que ce côté made in France, il est quand même absolument central aujourd'hui dans les débats. On a parlé des masques, mais on suit entre guillemets la même vague de fond qu'on a pu connaître sur la partie alimentaire, avec le made in local, l'organique, et le textile, le prêt-à-porter suit exactement les mêmes codes que l'alimentaire. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que on est aujourd'hui dans accompagné par des grands de la distribution, alors qu'on pourrait penser, c'était notre cas dans notre BP il y a quelques années, qu'on allait créer un atelier de fabrication qui était principalement destiné aux marques de moyen, voire haut de gamme. Mais en fait, aujourd'hui, ceux qui ont compris qu'il fallait réindustrialiser, ce sont les grands acteurs de la distribution. Voilà. Et en ce qui nous concerne, on était il y a quelques jours avec les équipes de Auchan, parce que Auchan a dans sa clientèle une partie qui souhaite contribuer à l'essor de l'industrie française, qui veut acheter des produits made in France et qui veut les acheter à des prix accessibles. Et tout notre challenge, il est là, c'est au travers de l'automatisation d'amener de la performance également d'un point de vue tarifaire et d'être concurrentiel avec des fournisseurs qui sont aujourd'hui aux quatre coins du monde. Ouais, vous êtes aidé aussi par le contexte extrêmement difficile des approvisionnements en Asie, qui est je dis la cerise sur le gâteau, c'est absolument malvenu parce que c'est une crise mondiale qu'on est en train de vivre, mais en tout cas qui vient énormément profiter à des acteurs comme vous, puisque les transports et les approvisionnements sont vraiment mis à mal. On parlait des équipes tout à l'heure et des gros donneurs d'ordre. Moi, je sens un enthousiasme des équipes de nos clients, des marques. On ressent une fierté systématique de fabriquer, en fait, tout simplement, de fabriquer ce que l'on consomme. C'est un truc qu'on a tendance à oublier. C'est la joie qu'on ressent avec nos clients, les équipes de nos clients, de juste être fiers de fabriquer ce qu'on consomme. Je nous trouve un peu angélique, là, si vous permettez, chers collègues. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que quand même la distribution, de sa façon générale, a énormément souffert ces dernières années et qu'elle est dans l'obligation de réinventer ses modèles. Elle ne serait pas dans l'obligation de réinventer ses modèles. Peut-être que tu n'aurais pas encore cette façon de voir. Je suis sûrement très angélique et je le revendique. Ça me donne beaucoup d'enthousiasme au quotidien. Mais oui, il y a des tendances de fond chez les donneurs d'ordre, mais il y a vraiment, par les jeunes générations notamment, qui constituent les équipes des marques, il y a vraiment c'est eux qui bougent les lignes, clairement. Il y a quand même une lame de fond qui est importante. Il y a des facteurs qui sont des accélérateurs, comme la crise de Covid et puis les problèmes de conteneurs, mais il y a une lame de fond. Moi, je ne veux pas parler des chaussures, là, je vais plutôt parler de Toptex Cube, la société qui fait des produits en seamless. On se rend compte qu'on a tous les acteurs du sport français qui sont venus nous voir pour faire des gammes, certes premium, mais des gammes made in France. Tous les acteurs. Et quand on est dans le business depuis un certain temps, on sent les choses qui tournent. Et je sais qu'il y a pas mal de gens de Decat. Donc nous, on travaille pas mal avec Decat, avec toutes les structures. Et je pense que chez Decat, c'est pareil, quoi. Ils ont pris vraiment, parce que c'est l'exemple de la grande distribution dans le sport, ils ont pris un virage qui est phénoménal sur la nécessité de proposer des produits attractifs en prix, mais made in France. Bon, après, il ne faut pas trop nous tordre le cou, mais c'est une stratégie qui paye.
Et je rajouterais, en ce qui concerne la grande distribution, c'est que la grande distribution sait qu'elle ne peut pas faire l'économie du Made in France. Mais elle sait aussi, elle est parfaitement consciente qu'il faut reconstruire l'industrie. Et donc, il faut être soutien des industriels qu'on est, des fabricants, pour en profiter demain, dans 2, 3, 5 ans, avec des prix qui seront certainement plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je voulais souligner aussi que l'État nous aide, l'État à travers les régions. Moi, je suis en région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes nous a soutenus de façon importante. L'État nous a soutenus de façon importante. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un projet que j'ai annoncé tout à l'heure de l'ordre de 10 millions d'euros, on a quand même eu 300 000 euros de subvention de la région et 300 000 de l'État via la BPI. Ça fait 600 000. Après, c'est pas parce qu'on allait avoir une subvention de 600 000 qu'on s'est lancé dans le projet. C'est pas parce qu'il y a le Covid. Il faut avoir une stratégie, des convictions et croire en ce qu'on met en œuvre. Mais quand on croit et qu'on aspire avec soi des partenaires de qualité, eh bien, c'est la vertu du positif qui enchaîne du positif et les aides arrivent et tout le monde nous suit. Parce qu'au final, on génère des emplois. Il n'y a bien que quelques journalistes, des fois, excusez-moi les journalistes, mal avertis, qui disent « Ah, mais c'est automatique, mais vous n'allez pas générer d'emplois. » Voilà. Non, juste 50, et puis comme on a déjà décidé de faire une extension de l'usine, ce sera juste 100 emplois. Bon. C'est rigolo, on a eu aussi une subvention à peu près du même montant, et en fait c'est super rentable pour l'État. Hein. Notre projet, on crée 3 usines, et les conséquences derrière, il y a 7 usines réhabilitées en France, en partie liées à notre projet. 7 usines, si on compte que juste notre usine à nous, c'est 100 emplois, c'est 300 personnes dans notre ville, sur 3000 habitants, c'est 10% de la population, c'est rentable, quoi, hein, si on réfléchit comme ça. Bon, c'est pour le monde rural, Charlieu, donc c'est un village, c'est une grande ville, une petite ville, un gros village, pardon, je vais y arriver. C'est une grande ville aussi, très connue. Non, mais c'est fabuleux hein, de voir, de faire revenir des jeunes et donc leur famille à Charlieu, dans notre ville. Ça se mesure pas. Voilà, c'est magnifique. Donc la réindustrialisation, c'est une réalité économique, environnementale et sociétale, avec de la création d'emplois localement. C'est une très belle histoire qui démarre et qui va sûrement s'écrire dans les prochaines décennies en France, en Europe et ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? C'est déjà bien. Est-ce que vous avez des questions? Ah, mon collègue. J'ai pas dit mon collègue préféré. Hein. J'ai dit mon collègue. En attendant, Chloé, que tu montes les escaliers avec grâce, je voulais quand même rappeler quelques chiffres qui sont les chiffres du marché. On estime qu'en France, on vend environ 100 millions de pulls par an. On estime que l'on en fabrique environ 2 millions de pulls par an en France. Très humblement, on a un plan de développement à 5 ans pour en fabriquer 300 000. Ça laisse de la place donc à des 4DTEX, à des 5DTEX et peut-être à des ASF 6.0. Mais en tout cas, il y a de la place pour d'autres industriels pour rejoindre le mouvement. Oui, bonjour. Donc, Jérémy Le Gardeur, je ne suis pas le collègue préféré de Chloé. Même si nos noms sont proches, hein, je le dis à tout le monde, à quelques lettres près, mais on n'est pas mariés, parce que quelques lettres, ça compte quand même. Et ce n'était pas une question, c'était une demande que je voulais vous faire à vous quatre et aux autres capitaines d'industrie qui sont présents. Je vais rebondir sur la magnifique déclaration amoureuse qu'a fait Philippe à sa collaboratrice et l'ode à la femme que tu as faite, qui était subtile et merveilleuse. Et ça fait plaisir de te revoir, hein, d'ailleurs, dans nos murs, Philippe. Et en plus, maintenant, tu as dit beaucoup de choses intelligentes, bon, des fois des conneries aussi, hein, pendant la chaire Bali. Mais tu as dit que 80% des achats dans le textile étaient faits par des femmes. Et donc, je pense que les femmes doivent reprendre le pouvoir. Non, tu ne l'as pas dit aujourd'hui, mais on a une vie antérieure ensemble, tu le sais. Et 80% des achats sont faits. Donc, les femmes doivent reprendre ce pouvoir-là dans la réindustrialisation. Et donc, le message que je vous fais,
c'est de venir dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs telles que vous le faites pour dire qu'il y a de la réindustrialisation et que les femmes peuvent devenir ingénieurs, peuvent devenir designers. Et en tout cas, si vous avez le temps cet après-midi, je vous propose de monter 2 étages pour aller le redire à notre directeur d'école. Nous, avec Chloé, on veut ouvrir une formation dédiée d'ingénieurs pour la réindustrialisation, pour le secteur du textile. Tout ce que les machines qu'on a vues sont des machines qui ont été conçues, donc c'est exactement dans le cœur de programme de ce qu'on sait faire à l'Estia. Il y a juste à dire qu'on peut le faire dans le textile, et je pense que ça peut attirer. Moi, je vois mes étudiantes qui sont magnifiques, qui en plus là sont encore plus magnifiques parce qu'elles ont les yeux qui brillent, parce qu'elles voient des jolis noms d'entreprises qui font peut-être plus rêver que certains autres secteurs. Donc, allez prêcher cette bonne parole dans toutes les écoles d'ingénieurs, parce que là-dedans est dur quand même, hein. Il y a encore l'aéronautique, l'automobile, et on se dit que le textile, c'est fabriqué en Chine, quoi. Et là, je crois qu'il faut faire passer ce message. Donc, merci à ces capitaines d'industrie d'aller bouleverser un peu les paroisses, quoi. Merci. À la prochaine table ronde de réindustrialisation l'année prochaine, on aura 4 femmes dirigeantes qui auront remplacé ces messieurs et qui seront toutes issues de l'école d'ingénieurs Estia. Tu réagiras après au truc qu'il a lancé, d'accord. Je vais rebondir encore une fois sur les femmes. Et chez nous, au niveau de la R&D, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans les ingés, je parle juste des ingés, il y a plus de femmes que d'hommes. Et je pense qu'il y en a 3/4 pour 1/4 d'hommes. Donc peut-être que cette école elle est à part, mais il y a quand même beaucoup de femmes ingés sur le marché pour ce qui nous concerne. Bon, nous, on doit faire des efforts, c'est certain, pour attirer des jeunes femmes vers notre école, et on s'y attelle, et on pense que le secteur textile aussi peut être attractif et peut nous aider à les capter. Est-ce que vous avez d'autres réactions ? Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Bravo pour la force des messages. Merci beaucoup.